Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être Devant, d'hier, Business ou encore Time. Il est toujours chaud. Alors non, plus besoin de présenter le comédien qui compte une trentaine de rôles à sa filmographie, dont l'incontournable trilogie des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Non, pas besoin de présenter celui qui, dans une première vie, fut steward, mannequin ou encore stand-upper au Jamel Comedy Club. Mais qui connaît les tout premiers pas lointains de cet enfant né à Saïgon, de parents cambodgiens, fuyant l'horreur des Khmers rouges et débarqué en région parisienne alors qu'il n'avait pas encore 6 mois. Oui, qui connaît la trajectoire de ce gamin torturé, désormais aligné et surtout bien décidé à assumer pleinement qui il est, aussi nombreux soit-il. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Frédéric Shaw. Bonjour Frédéric. Salut Romain. Et merci d'être un nouvel enfant d'Allons enfants. Ces 2 mots, que t'inspirent-ils ? J'imagine comme beaucoup de gens, donc la Marseillaise, forcément. Mais surtout, la Marseillaise, j'ai chanté lors de mon audition pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà. Ah ouais. Je connaissais pas la Marseillaise. Enfin, je connaissais, mais je baragouinais. Et maintenant, grâce à ce casting, je connais parfaitement la Marseillaise. Je vais pas la chanter là, mais voilà. On va commencer, si tu le veux bien, par le commencement, ce fameux 6 juin 1977. On est à Saïgon, au Vietnam. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, ou que t'a-t-on raconté sur ce jour si précieux ? Eh bien, c'est le jour de ma naissance. Mes parents ont fui le Cambodge en 75 suite au génocide des Khmers rouges. Donc, ils ont marché de Phnom Penh jusqu'à Saïgon, 2 mois de marche, fuyant ces communistes. Et arrivés là-bas, ils ont dû en fait être en stand-by en attendant de régulariser leurs papiers. Et entre-temps, moi, je suis né là-bas dans des conditions un peu dégradées. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sachant que j'ai lu un peu avec ta grand-mère, justement, apparemment, qui était derrière la porte de la salle d'accouchement, inquiète, même en larmes, pensant que tu n'avais pas pleuré au moment de la naissance et que tu étais peut-être déjà parti, un moment qui t'a été raconté aussi peut-être par tes parents. Oui, c'est ma mère m'a raconté, ma grand-mère m'a raconté aussi. Mes grands-parents sont issus d'une famille bourgeoise au Cambodge, donc ils avaient des serviteurs, des chauffeurs, des cuisiniers. Enfin, ils avaient beaucoup d'argent. Et en fuyant, ils avaient pris de l'or avec eux. Et ma grand-mère, voyant que c'était compliqué, a donné en fait de l'or au médecin en le suppliant de faire quelque chose pour que les conditions en fait soient optimales. Et voilà. Donc en gros, a soudoyé les médecins, les infirmières pour que tout se passe bien pour ma naissance. Elle avait très très peur en fait. Saïgon, tu y es retourné d'ailleurs bien plus tard. Avec ton papa, c'est ça ? Ouais, j'étais steward à l'époque et un de mes rêves était de retourner là-bas et de découvrir un peu à travers le prisme de mon père, le regard de mon père, un peu comment c'était ma naissance et partager avec lui en fait ce qu'il a vécu. Ça a été très touchant, très émouvant, mais aussi très constructif parce que à travers les larmes qu'il a pu avoir, son histoire, ce qu'il m'a raconté, en fait, il y a eu comme un moment, tu vois, indélébile, quoi, un truc qui s'est rattaché entre lui et moi que j'oublierai jamais. Alors on va maintenant, si tu le veux bien, évoquer ton identité. Frédéric Young Shaw, même si Young n'apparaît pas... C'est plus Hyung. Voilà, première leçon. Ouais. À l'état civil. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer pourquoi tes parents ont choisi ces prénoms ? J'ai eu beaucoup d'invités depuis le début d'Allons enfants, et je sens que cette explication va peut-être faire partie de mes favorites. Ouais. À ma naissance, mes parents m'avaient donné ce prénom Hyung. Hyung, ça veut dire héros en chinois. Et sachant qu'ils allaient arriver en France, dès le départ, ils se sont dit que ce serait mieux qu'il ait un prénom français. Et ma mère, à l'époque, en fait, elle était fan de... tu vois, elle avait accès au magazine Salut les copains. Et dans Salut les copains, donc, t'avais toutes les stars et les vedettes de l'époque. Donc, Claude François, Frédéric François, Johnny Hallyday, Enrico Macias et tant d'autres. Et elle s'est dit... Frédéric François, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et donc, ils ont décidé de m'appeler Frédéric. Mais ça veut dire que j'aurais pu m'appeler Johnny,
Claude ou Enrico. Là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Allez, pour se replonger un peu dans l'ambiance. Ah, ce séducteur. Bon, ça ne s'invente pas. S'il faut choisir, titre de Frédéric François, 1977. C'est ça. Tout était déjà là. Ce deuxième prénom, est-ce qu'il est utilisé par tes proches? Comment est-ce que toi, ça fait partie des choses que tu... Où est Frédéric? Où est Huang? Alors, Huang, il y a vraiment que mes parents, ma famille proche qui m'appelle comme ça. D'ailleurs, je l'ai même utilisé dans mon film, Made in China. D'ailleurs, je l'ai un peu caricaturé. Non, c'est vraiment ma mère qui m'appelle comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est propre à elle. Et puis, il y a quelqu'un qui s'autorise, et mon père aussi, à m'appeler comme ça, parce que il y a un truc affectif, tu vois, dans tout ça. Et il y a un lien, en fait, qui me remémore un peu d'où on vient. Et Frédéric, c'est presque un prénom voilà, qui est propre à ma seconde vie, on va dire. On va replanter un peu le décor. D'accord ? Tu es donc né le 6 juin 1977, soit pile un mois après Virginie Efira, mais juste un jour avant Carolina Spielmann, artiste argentine que j'aime plus que tout, et 2 jours avant un certain Kanye West. Tu es né l'année du serpent, dans le calendrier chinois, 1977 donc, comme Emmanuel Macron, Shakira, Sébastien Chabal, le centre Georges Pompidou, le RER, le Babybel, ou encore l'émission Téléfoot. Cette année-là, s'éteignent le King, Elvis Presley, la diva, Maria Callas ou encore le divin Charlie Chaplin. Cette année-là, si côté sport, le Français Bernard Thévenet remporte son 2e Tour de France à vélo, côté musique, Queen et Freddie Mercury entonnent We Are the Champions. Enfin, côté cinéma, 1977, voit la sortie de... Et oui, le premier volet de Star Wars, film culte de George Lucas, projeté le jour de sa sortie aux États-Unis dans 32 salles seulement. Qu'as-tu envie, Frédéric, de retenir de ton année de naissance? Un peu de tout, en fait, j'ai envie de dire, mais effectivement, après, Star Wars, c'est quand même un phénomène qui est toujours d'actualité. Star Wars que j'ai vu effectivement, et j'avais pris une claque parce que c'était tellement avant-gardiste et puis c'était futuriste. Donc Star Wars, je dirais. Allez, on va maintenant un peu en profiter pour parler de tes parents, si tu le veux bien. Tuan et Sui, chinois d'origine Teochew. Teochew, c'est ça. Qui se sont donc mariés, ou plutôt devrais-je dire qu'on a marié en 1973 au Cambodge, avant de fuir le pays, comme tu l'as si bien dit, face au régime des Khmers rouges, direction le Vietnam où tu es né. Ton papa, Tuan, né en 1946, et a grandi dans les années 50 à Phnom Penh. Ouais. Fils d'un intellectuel chinois, il venait d'une famille assez aisée qui avait émigré au Vietnam puis au Cambodge au moment de la Seconde Guerre mondiale. Homme courageux, énorme bosseur, excellent cuisinier, mais parlant assez peu. Quel genre de papa est-il et que penses-tu avoir hérité de lui? Alors attention, là on va rentrer dans le vif du sujet, un peu touchy. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi de me livrer par rapport au parcours de mes parents, que je trouve admirable et touchant. Et au final, ça a été un moteur pour moi dans ma vie aujourd'hui. Oui, que tu l'as très bien dit, mes parents sont issus d'une famille bourgeoise. Enfin, mon père, puisque tu parles de mon père. Et si tu veux, voilà, c'est face à cette difficulté, comment ils ont pu trouver de la résilience, comment ils ont pu en fait subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, de leurs enfants plus tard. Tu l'as très bien dit, le courage, c'est un mot qui le définit très très bien. Ayant vécu la guerre, ayant vécu la pauvreté, voilà, un déclassement foudroyant et terrible pour ses enfants. Donc, mon père, comme ma mère, c'est des gens admirables. Et tu sais, quand ils m'ont donné ce prénom Huang, qui veut dire héros, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est eux, les héros. Pour moi, en tout cas. Bon, tu m'as pas vraiment répondu sur la question. Qu'est-ce que tu penses avoir hérité de ton papa? Ah, c'était ça la question? Ouais. Qu'est-ce que j'ai hérité de mon papa? Je pense que oui, c'était le courage. Peut-être la cuisine aussi. Qu'est-ce que j'ai hérité de lui? Le sens de la fête? Sens de la fête, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui... non, je dirais le courage. Ah si,
C'est quelqu'un qui adore les jeux de cartes. Et moi, je suis un passionné de poker. Et j'ai souvenir, d'ailleurs, quand j'étais gamin, il y avait ses copains qui venaient genre à 20h. Ils commençaient à taper le carton à 20h30. Et moi, j'allais me coucher à 21h. Et le lendemain matin, je me levais, il était 8h. Ils étaient là encore avec des cigarettes, du whisky en train de jouer. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'a transmis ce truc-là. Je joue au poker. Et c'est la seule activité que j'ai où la notion de temps n'existe plus, effectivement. Ta maman, Sui, née en 1948 à Phnom Penh, d'un père commerçant qui a réussi dans l'univers de la papeterie dans les années 60, permettant à ta maman de grandir dans un certain confort. Elle a d'ailleurs été en classe avec l'une des filles du roi Sihanouk. Bonne élève, plutôt très sérieuse, à peu près les mêmes questions. En quoi tu penses lui ressembler et quel type de maman est-elle ? Je pense que c'est la transmission, l'amour qu'elle a pour ses enfants. J'ai souvenir de... Comme mon père travaillait énormément, et puis que mon père, c'est quelqu'un qui se terre dans le silence assez facilement, forcément, j'ai passé plus de temps avec elle. C'est une maman, une personne qui est très chaleureuse, et avec la pudeur asiatique, qui est quand même une pudeur, tu vois, très introvertie. Donc, son amour, elle le donnait à travers des gestes, à travers la nourriture, à travers les vêtements chauds qu'elle m'offrait, à travers le temps passé avec moi. Alors qu'en fait, c'était quand même dur. Ma mère, quand elle est arrivée en France, elle travaillait, elle était couturière non déclarée. On lui a apporté 2 gros sacs poubelles remplis de tissus qu'elle devait reconstituer. Donc, j'ai souvenir que parfois, moi, j'étais dans une pièce et elle travaillait avec la machine à coudre qui faisait un bruit infernal. Mais malgré tout, c'était vraiment de l'amour inconditionnel. On va justement revenir sur ce parcours. On t'a quitté tout à l'heure, tu avais quelques mois du côté de Saïgon. On est toujours dans cette année 1977. Ton papa, au terme de démarches assez nombreuses et difficiles, finit enfin par obtenir un visa de sortie pour l'ensemble de ta famille. Pendant ce même temps, sa sœur, ta tante, qui vivait déjà à Paris, préparait également votre venue en France. Avec l'aide de la Croix-Rouge, elle achète des billets d'avion pour l'ensemble de la famille. Et là, le 15 décembre 1977, tu as tout juste 6 mois. C'est le décollage pour la France, avec une toute petite valise à la main et sur le dos un pull tricoté par ta maman, qui avait entendu justement parler des rudes hivers parisiens. C'est aussi quelque chose... Oui, en fait, mes parents, quand ils ont dû partir du Vietnam, il y avait 3 pays qui pouvaient les accueillir, qui étaient donc la France, les États-Unis et le Canada. Et sachant que mes parents ont étudié, entre guillemets, comme nous, on a pu étudier à l'école l'anglais, ou eux le français, ils se sont dit, comme ils avaient des notions, ils se sont dit, bon, la France, ça sera beaucoup plus simple. Mais quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, un environnement que tu connais pas, un climat que tu connais pas, forcément c'était très dur pour eux. Ils ont eu du mal, ils baragouinaient un petit peu, mais c'était extrêmement difficile. On est arrivé chez ma tante dans un F3 à Mars-Dormois, dans Paris 18e. On était 11 dans cet appartement. C'était avec le recul, je me dis ça devait être chaotique, mais pour moi c'était, comme j'avais pas d'éléments de comparaison, c'était une norme en fait. C'était ok pour moi de dormir avec mes parents dans un matelas, c'était ok pour moi d'avoir mes cousins, mes oncles, mes tantes à côté de moi, et je trouvais ça plutôt chouette. Mais avec le recul, je comprends que c'était une adversité terrible, quoi. Tu es l'aîné d'une fratrie de 3, puisqu'il y a ta sœur Christelle, née en 1986, et ton petit frère Philippe, né lui en 1980. Un rôle d'aîné que tu as pris très à cœur, trop à cœur peut-être. Tu reconnais d'ailleurs dans ton livre de t'être toujours senti extrêmement responsable de leur bonheur, au point de te comporter comme un père et avoir été atrocement autoritaire. Ouais. Pardon, si vous m'entendez, Philippe et Christelle, je m'excuse. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais encore une fois, je m'excuse. Tu écris même « Aujourd'hui, je suis inévitablement tourmenté par cette question. Ont-ils eu une enfance heureuse ? Je n'ai pas la réponse, j'ai peur de la réponse. Et pourtant, la voici. » Ah ouais. Non, on a eu une enfance heureuse quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu ce rôle de père quand on était jeune. J'ai que des bons souvenirs avec lui. Même si quelquefois il était dur, c'était plus par rapport aux études. Je sais que il avait ce rôle de père où chaque grande vacances,
Il nous achetait, par exemple, les livres scolaires où on faisait des exercices tous les jours, ce genre de choses. Et du coup, c'était une obligation, c'était une tannée pour nous de se dire, on doit faire ça. Et en plus de ça, il revenait tous les jours pour contrôler si on l'avait fait. Et c'était pas cool, ça. Donc, ça se balance. Mais oui, j'ai vécu une bonne enfance malgré son côté autoritaire. Alors, il faut resituer un truc. J'ai 10 ans d'écart avec ma sœur et 13 ans d'écart avec mon frère. Mon père, enfin, mes parents ont été extrêmement durs avec moi niveau scolaire. Moi, j'ai souvenir d'ailleurs, et ça m'a mis la pression, ma mère m'avait dit un truc qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Très tôt, elle m'a dit, Frédéric, au vu de tout ce qu'on a vécu, qu'on a subi, tu seras en fait notre ticket de loto gagnant. En gros, ça me mettait une pression incroyable, en fait, que je n'avais pas le droit à l'échec et que la réussite était la seule clé, la seule alternative pour moi. Et si tu veux, j'ai retranscrit et retransmis ça avec mon frère et ma sœur. Souvent, parfois, je fais l'amalgame. Je dis, au lieu de dire mon frère et ma sœur, je dis ma fille et mon fils. Ça m'arrive souvent encore de dire ça. C'est terrible, hein. Mais oui, j'ai pris ce rôle très à cœur. À un moment donné, mes parents travaillaient énormément. Et si tu veux, j'ai pris le relais comme un papa où j'étais derrière eux tout le temps, comme ils l'ont fait avec moi, et j'étais très très dur. Comme mes parents étaient très très durs, je vais pas les citer là, mais j'étais un tortionnaire, quoi. J'ai fait des trucs où je me rappelle, j'ai mis mon frère au coin pendant des heures. Voilà. Après, Christelle me l'a dit, t'as été extraordinaire quand tu as justement eu les moyens quand tu as gagné ta vie, que ce soit comme steward ou ensuite comme comédien. T'as aussi régalé ton frère et ta sœur sur des choses où tu voulais qu'ils profitent et qu'ils soient justement enfin récompensé de certaines choses dont tu avais peut-être toi souffert plus jeune. Bien sûr, effectivement, tu as très bien fait de le souligner, c'est-à-dire que avec le recul, je me suis dit mais attends, je peux pas reproduire ces trucs-là, ça a été traumatisant pour moi ce qu'ils ont fait mes parents, donc j'ai manqué de beaucoup de choses de questions matérielles, et je me suis dit pour mon frère et ma sœur, en tout cas je pouvais pallier à ça. Donc comme j'étais steward et que je partais partout à l'étranger, je faisais du shopping et je pensais à eux aussi. Donc moi j'ai souffert à l'école forcément je portais pas des marques, on se foutait de ma gueule parce que j'avais pas des Adidas, des Nike ou des je sais pas quoi. Et eux, ils ont été pourri gâtés. Même, pour te dire, mon frère, la première fois qu'il est parti en vacances, c'était avec moi. Je l'ai emmené en Argentine pendant une semaine. On était dans un super hôtel 5 étoiles. Même le voyage, il l'a fait en business class, tu vois. Donc pour lui, à un moment donné, c'était énorme. Et après, l'autre fois, quand il a dû prendre l'économique, il s'est dit, c'est quoi ce bordel? Et voilà, mais ouais, je les ai gâtés après. Parce que je voulais contrebalancer, en fait, moi, ce que j'avais pas eu. Qui dit enfance, dit école. Tu l'as un petit peu évoqué. À partir du CE1, tu es donc allé dans le privé, à Notre-Dame de la Providence, dans le Val d'Oise, avant de rejoindre le collège public Jean Villard à Villetaneuse et d'obtenir ton bac au lycée à Enghien-les-Bains dans le 95. La scolarité, quel souvenir t'en gardes? J'ai été en école privée qui m'a donné de très bonnes bases, une certaine rigueur. Et puis après, j'ai quand même mes parents qui m'ont poussé dans cette rigueur-là aussi. Après, c'était les fréquentations. J'ai toujours été happé par des gens qui étaient solaires, qui avaient une aura, qui étaient, tu vois, qui avaient toujours une cour autour d'eux. Et c'est vrai que après, ça a basculé un petit peu. Bon, j'ai toujours été tu vois, un bon élève, mais dans ma tête, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'avoir 18, 19 de moyenne ou 16 de moyenne, alors qu'en fait, tu passes à 10, quoi. Donc après, j'ai baissé le curseur. Mes parents étaient un peu dégoûtés. Ils m'ont mis la pression encore une fois, mais je suis toujours passé de justesse, voilà. Mais j'étais happé par ces gens-là, donc l'envie de s'amuser, l'envie de faire du foot, l'envie de faire du basket, l'envie de faire des conneries, tout simplement. Et eux aussi, parce qu'il faut le rappeler, moi, ça fait partie des choses que j'aime bien dans Allons enfants. On rencontre sur notre parcours des personnes qui peuvent compter ou avoir à un moment un rôle déterminant. Ça a été le cas. Tu as croisé, toi, le chemin de Madame Laguerre. Oui. Si on s'en tient encore à ton livre, pourtant, elle n'avait pas forcément un profil évident. Elle que tu présentes même comme un martyr de l'éducation nationale, qui vivait l'enfer au quotidien, moqué par tous avec sa coupe à la Mireille Mathieu, sa moustache et un strabisme convergent, des lunettes à 15 foyers. Malgré tout ça, j'aime bien qu'on rende hommage aussi à des personnes qui ont apporté quelque chose à un moment. Moi, je lui rends hommage
dans le livre. Et puis j'ai souvenir aussi sur une émission de télé, ils ont réussi à la retrouver. Et cette dame, en fait, était prof de français au collège. Et mes parents, ils parlent pas très bien français, donc ils étaient dès le CM2, ils étaient largués, tu vois, pour pouvoir me surveiller en fait mes cours de français. Et j'avais une moyenne qui était très basse, quoi. Et un jour, elle a convoqué mes parents et elle a dit, c'est pas possible, Fred, il a des compétences qui sont là, sauf qu'il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et mon père, je me rappellerai toujours, il était en larmes devant elle parce que c'était insoutenable pour lui. Il a dit, je vous en supplie, aidez mon fils parce que... Pardon. Et il a dit, je vous en supplie, aidez mon fils parce que moi, je peux pas. Je maîtrise pas le français. Et elle a dit, ok, elle a été très touchée. Et ce qu'elle a fait, c'est que tous les soirs, après les cours de français, elle me donnait, je devais rester encore en cours après que tout le monde soit barré. Et elle me donnait des exercices à faire. Et si tu veux, je suis passé de 6 de moyenne à 17 de moyenne en français parce qu'elle m'a aidé. Et encore une fois, je la remercierai jamais assez, quoi. D'ailleurs, je fais plus de fautes d'orthographe. Depuis, je fais pas de fautes d'orthographe. J'écris d'une façon correcte, grammaticalement parlant. Donc voilà, tout va bien. Donc merci à Madame Laguerre et aussi à cet objet importantissime qui était le dictionnaire. Je te cite encore une fois, chez nous, il n'y avait que le Larousse pour répondre ou tenter de répondre à toutes les questions qu'un enfant se pose dans la vie. Alors, 2 choses par rapport au dictionnaire. La première, c'est qu'effectivement, quand à l'école, je devais étudier des textes, moi, mes parents, ils parlaient pas français. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. Donc, des textes que j'avais, je devais comprendre certaines choses. Et forcément, le dictionnaire, je me référais par rapport à ça. À chaque fois que j'ai cherché une définition, dans la définition elle-même, il y avait des mots que je comprenais pas. Donc, si tu veux, c'était infini, quoi. Je devais à chaque fois perdre un temps fou à comprendre, en fait, à rechercher des mots. Et c'était terrible. Et la deuxième chose par rapport au dictionnaire, c'est que mon père, ce tortionnaire, il m'obligeait, en fait, à apprendre pendant les vacances scolaires, minimum 10 définitions, 10 mots par jour. Et il me checkait ça, en fait, tous les soirs. C'était vraiment terrible par rapport à ça. Mais après, je comprends avec le recul. Lui, ce qu'il avait envie, c'est que je ne prenne pas exemple sur lui, que je m'intègre profondément à la société française, que je puisse avoir les armes, en fait, pour pouvoir me défendre plus tard et pouvoir, ne pas avoir de difficultés dans le quotidien, tout simplement. Dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Tu dois avoir un régime de faveur, tu dois être particulièrement apprécié. Alors déjà, il y a 2 cadeaux. Et voilà, je pense que tu es le premier invité d'Allons enfants à en avoir 2. Je dois le mériter doublement. Tu l'ouvres et puis tu les ouvres et puis tu nous les décris. Alors évidemment. Le premier, qui est le plus petit, parce qu'il y en a 2, il y en a un qui est assez gros. Alors pardon pour les oreilles, ça fait un peu de bruit. Mais non. Ouais, c'est un magazine de basket, parce que je suis fan, j'étais encore fan de basket, et surtout de l'époque de Michael Jordan, de la Dream Team, avec les Chicago Bulls, Scottie Pippen, Dominic Wilkins et tant d'autres, Magic Johnson des Lakers. Merci, ouais, c'est un vieux apparemment, il date de... Attends, c'est un hors-série, août-septembre 2011. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Raphaël, d'accord. Raphaël. On aura une discussion tout à l'heure. Exactement. Et le deuxième que j'ouvre, merci infiniment déjà. Alors celui-là, il est gros. Le paquet... Qu'est-ce que c'est ? Ah, il y a une enveloppe. Je l'ouvre, attention. Ah ouais. Michael Jordan. C'est vrai que c'est... tu vois, moi, généralement, quand je rencontre quelqu'un qui est un petit peu connu, je lui fous la paix, je n'irai jamais, même si j'ai de l'admiration. Et j'ai souvent dit, la seule personne que je pourrais vraiment déranger pour une photo, pour juste ne serait-ce qu'échanger, serrer la main, c'est vraiment Michael Jordan. Alors, un grand merci, un grand merci pour ces cadeaux que je vais mettre chez moi, je ne sais pas où, mais en tout cas, ils ont une place de choix. Merci infiniment. Le basket... là aussi, un rôle déterminant. Il y a une expression que tu as utilisée que j'aime bien, un passeport pour l'intégration. Oui, parce que moi, j'ai vécu en banlieue dans le 93. Forcément, voilà, le sport, c'était principalement le foot et le basket. Pour moi, c'était le basket.
Voilà, quand on allait dans les playgrounds pour jouer, il y avait, on faisait des équipes et forcément un petit asiatique, il y avait des Renois, des Rebeux, et quand ils constituaient les équipes, j'étais tout le temps le dernier choix, quoi. Et pour pouvoir m'intégrer, il fallait que je sois bon. Donc j'ai supplié à mes parents de m'acheter un panier de basket. Ils m'ont dit, je t'offre un panier de basket à condition que tu aies 18 de moyenne en maths. Le trimestre suivant, j'ai eu 18 de moyenne en maths, j'ai eu mon panier de basket et je passais des heures à shooter dans tous les recoins en fait de mon jardin. Et je suis devenu bon, et après, quand ils ont dû constituer les équipes, j'étais plus le dernier choix, mais j'étais dans les 3 premiers en tout cas. On gagne donc le respect des uns et même la protection des autres, oui. Avec un certain BEMA. C'est ça. Là, on habitait, on était dans une résidence pavillonnaire, et juste à côté, il y avait une cité qui était un peu une cité terrible. Voilà, c'était compliqué. Et si tu veux, comme je faisais du basket et que j'étais bon, j'étais un peu pris sous l'aile d'un certain mec qui était un colosse, black, grand, il s'appelle Bema. Voilà, il me disait à chaque fois, s'il y a un mec qui t'embrouille un jour, appelle-moi ou dis mon nom. Et on m'a jamais embrouillé en fait pendant tout le collège et tout le lycée, grâce à lui. Ces années 90, c'est aussi la période des boys bands. Il y a eu les 2B3, il y a eu les 3T. Toi, c'était plutôt les 4F. Ah oui. Ouais, je voyais pas où est-ce que t'allais me... Je veux dire, t'es fan des boys bands. Non, c'est pas vrai. Tu t'es mal renseigné. Non. Oui, c'était les 4F. Avec Fabien, Franck et Félix, ouais. Qui sont donc tes meilleurs amis d'enfance, tous d'origine chinoise. Mais quel était le rôle de Frédéric dans le Quatuor? On écoute la réponse de Félix. J'aurais tendance à dire que Frédéric était le précurseur. Je pense que c'est le premier qui nous a emmené faire du basket avec sa casquette à l'envers parce qu'il avait vu le film et les blondes savent pas sauter, si je me rappelle bien, avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. Donc il s'est mis en tête qu'on allait faire du basket. Donc c'est le premier qui nous a emmené faire du basket. Je pense que c'est aussi le premier asiatique que j'ai vu à l'époque avec les cheveux frisés. Il était un petit peu précurseur sur tous les domaines. C'est le premier d'entre nous qui est sorti en boîte de nuit. C'est le premier d'entre nous qui a fait beaucoup de choses. Ouais, carrément. Alors, le basket, effectivement, c'était drôle parce qu'à chaque fois on arrivait dans les playgrounds, il y avait que des Renois et des Rebeux. Ils voyaient 4 Asiatiques arriver et moi, je leur mettais la pression. Je dis, hey, les gars, pour qu'on soit acceptés, il faut qu'on soit bon. Et je leur faisais des trainings, parfois, dans les playgrounds, on y allait tous les 4, on s'entraînait et on est devenus bons quand même, hein. Et putain, salaud, il a sorti mes cheveux frisés. Ouais, alors les cheveux frisés, j'explique pourquoi. Ma mère, à l'époque, elle faisait une formation de coiffeuse et moi j'étais son cobaye. Donc, elle me mettait des bigoudis, Ah, c'est horrible. J'ai des photos, mais ça, je l'ai mis dans un coffre. On est preneur, ouais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et putain, c'était terrible. J'arrivais au collège avec des cheveux frisés du jour au lendemain, tu vois, et les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à un moment donné, on m'appelait la chèvre. Enfin, bon, voilà. Merci Félix. Faut qu'on se recapte. Je t'en vaudrais ça. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que avant de devenir Fabien, Franck et Félix, tes 3 amis portaient des prénoms chinois, Ti, Frandara et Dieng, prénoms que leurs parents ont décidé de changer quand ils avaient plus ou moins 15 ans. Mmh. Là aussi, on en revient quand même toujours à une notion d'identité, d'intégration. Avec le recul, tu trouves ça étonnant, choquant? Parce que c'est quand même quelque chose d'être né avec un prénom et pour des questions d'intégration, basculer avec une autre identité. Je sais que l'identité, c'est un thème qui t'intéresse pas mal. Oui, parce que c'est un questionnement que j'ai depuis toujours et encore aujourd'hui sur l'identité. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui quand on est français avec une origine et une autre identité, une autre histoire? Est-ce qu'on doit faire un choix sur l'un ou l'autre? Est-ce qu'on accepte les deux? Voilà, c'est des questionnements que j'ai eu pendant très longtemps. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis aligné et en paix avec tout ça. Mais ça a été, pendant longtemps, des problématiques même que j'ai dû mettre dans mon film et dans mes projets. Pour revenir à ta question, oui, ils ont fait ce choix-là parce que, en tout cas pour ma communauté et pour eux, subir des moqueries par rapport à des noms assez marginaux, forcément, ça aide pas trop. Donc, très vite, ils ont fait le choix, leurs parents, de changer leur prénom, pouvoir mieux s'intégrer. À tort ou raison, ça leur appartient, mais je pense que ça les a aidés. C'est vrai que c'est difficile au début parce que cette transition, ils ont subi encore plus de moqueries, mais après, socialement, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les mœurs d'avoir un Asiatique qui s'appelle Christophe, Philippe ou Kess. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait une transition et l'accepter, et puis après, c'est juste des rapports humains, quoi.
Si Michael Jordan, on a compris, était ton idole d'enfance, ton modèle gamin, c'était plutôt ton cousin, Meng, de 4 ans, ton aîné, qui avait un titre, un statut de grand frère pour toi. Il faut dire qu'il t'a initié sur pas mal de choses. Le ping-pong, le smurf, le rap. Il m'a même parlé de la chasse à l'homme en roller dans les parkings. Et surtout, tu lui dois quand même ta bogossitude. C'est moi qui lui ai fait, on va dire, sa première vraie coupe de cheveux. Ah oui. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qui a quand même compté pour lui, parce que chez les Asiates, tu vois, on a des cheveux vraiment galère, quoi. On a les cheveux raides et tout le monde avait la coupe au bol, quoi. Lui, il avait une coupe au bol, laisse tomber, quoi. Vraiment le chinois de base, quoi. Et à un moment donné, moi, j'étais plus âgé, donc j'ai commencé à aller chez le coiffeur et tout, et utiliser du gel, des trucs comme ça. Et puis donc, je pense vers l'âge de 14 ou 15 ans, je lui ai coupé les cheveux, donc avec un rasoir, et j'ai fait tout un travail avec du gel. Et là, je me suis rendu compte à quel point il pouvait être beau gosse, tu vois. C'est vraiment, je pense, là, le début d'une nouvelle phase où on commence à voir le Fred. Lui, c'était vraiment un papillon, quoi. C'était une chenille qui, du jour au lendemain, qui s'est transformée en papillon. Et je me rappelle très bien de cette séance de coiffure où, une fois qu'il avait fait une coupe un peu, pas speedy, mais un peu, on va dire, hors de la coupe au bol, quoi. Et là, je m'étais dit, waouh, il commence à être un beau jeune homme, si tu veux. Et il va avoir du succès, je me disais. Alors, pour resituer un petit peu, il a 50 plus que moi, mon cousin. Et si tu veux, c'était mon mentor, comme tu l'as très bien dit. J'ai voulu suivre ses traces. J'étais happé par ce qu'il faisait, du roller, du ping-pong, du tennis, les sorties, parler des nanas, de la guitare. J'ai appris, voilà, avant, je me rappelle, je me foutais de sa gueule parce qu'il jouait de la guitare. Et à l'époque, on était dans le hip-hop, le rap. Et du jour au lendemain, il se ramène avec une guitare et je le traite de bouffon, je me fous de sa gueule. Et il me dit, ouais, mais grâce à ça, je chope des meufs. Ah ouais. Donc quelques années après, je lui ai taxé sa guitare et effectivement au lycée, j'ai commencé à me mettre à la guitare. Mais pour revenir à la coupe de cheveux, ouais, écoute, c'est quelque chose que je savais pas. C'est une thématique, hein, aujourd'hui, dis-moi. Ouais, je savais pas ça avant que je devienne le cobaye de ma mère. Mais en tout cas, ouais, il a été mon mentor. Il a fait plein de choses. J'ai suivi ses traces et grâce à lui, je peux même dire qu'il m'a un peu sauvé la vie parce que comme on a 5 ans d'écart, il est devenu ingénieur en informatique et moi j'étais parti pour être ingénieur aussi en informatique. Et très rapidement, quand il a exercé cette profession, au fur et à mesure, je le voyais extrêmement malheureux. Et je me dis, mais attends, c'est chaud quand même, parce que je vais suivre ces traces-là, et moi, j'ai pas envie d'être malheureux. Et effectivement, nos parents nous ont poussés à faire des études parce que c'était la voie royale à l'époque, d'être ingénieur. Et voilà, mais in fine, se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc-là? Est-ce que j'ai envie d'être malheureux aussi comme lui? Et la réponse était non. Et après, j'ai eu une opportunité incroyable, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. C'est un jour, j'ai eu l'opportunité de devenir steward. Et, on va en parler, ouais, et j'ai embrassé cette carrière-là et je regrette pas du tout. Le seul asiatique, en dehors de ton cousin, avec qui tu as un peu forcé la ressemblance durant ton adolescence, c'est Yoki, ce jeune flic asiatique dans la série américaine 21 Jump Street, aux côtés d'un certain Johnny Depp qu'on découvre aussi à l'époque. Bah, écoute, à l'époque, il y avait, quand tu regardais la télé, il y avait aucun asiatique, aucun, à part Bruce Lee, Jackie Chan, mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Et lui, c'était, tu vois, 21 Jump Street, c'était la série phare, il y avait Johnny Depp, le beau gosse absolu, et il y avait ce personnage Yoki. Et il était stylé aussi. Ouais, 21 Jump Street. Non, tout ça pour te dire que t'es quand même passé de quelque chose où tu t'as caché presque un moment tes origines asiatiques. C'était quelque chose presque qui était presque un peu refoulé, pesant. Ah oui, complètement. Comment on passe de quelque chose qui te coûte à quelque chose dont on est fier? Écoute, effectivement, pendant très longtemps, toute mon enfance, j'ai subi des moqueries par rapport à ma différence physique, à ma différence communautaire. Mais ouais, j'ai fait un rejet de mes origines asiatiques parce que j'étais fasciné par tout. Tu vois, mes potes qui faisaient du basket, du foot. J'étais fasciné par mes potes rebeux à l'école parce que c'était, je sais pas moi, c'était les gens qui avaient la tchatch, c'était les mecs qui avaient des meufs, tu vois. Et moi, j'avais envie de ça aussi. Et du coup, je rêvais d'être un rebeu. Je faisais du foot avec eux. Et tout ça a fait que tu
tu te désolidarises en fait de tes origines. Et si tu veux, avec le recul, j'en ai eu des séquelles de tout ça, parce que mon identité, mon histoire, je la connaissais pas. Et tu vois, quand tu grandis avec ça, ben tu grandis avec une fêlure incroyable. Et après, grâce à ce métier d'acteur, j'ai pu en fait avoir ces questionnements sur l'identité, passer du temps avec mes parents, repartir au Cambodge, comprendre mon histoire. Et à partir de là, j'ai compris qu'en fait, c'était une belle histoire, l'histoire de mes parents, et aussi, surtout, grâce à mes origines asiatiques, je me suis rendu compte que tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie était lié à ça. Je suis devenu steward grâce à mes origines asiatiques, parce que chez Air France, à l'époque, ils recherchaient en fait des Asiatiques pour ouvrir les nouvelles destinations chinoises. J'ai été repéré par un photographe dans la rue, parce qu'à l'époque, c'était la mode de Benetton, et j'ai pu intégrer une agence de mannequins, où j'ai fait une brève carrière, et le Jamel Comedy Club aussi, il recherchait en fait une équipe avec de la diversité, et je représentais en fait cette diversité-là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi, enfin plein de choses qui sont liées à ça. Et du coup, force est de comprendre que cette singularité était un avantage, et j'en ai fait une force. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, au début, ça n'a pas toujours été que du confort, on va dire. À 15 ans, tu vas partir pour la première fois en vacances, grâce à des voisins qui prêtent à tes parents un studio à Saint-Georges de Didonne, à côté de Royan. Tu découvres la mer, la liberté, mais aussi... Attendez, moi j'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors, ce sketch de Jean-Marie Bigard, pour replacer un peu le contexte, tu le vois perché dans un arbre, dans un platane, à l'occasion d'un festival en plein air. Ton premier contact, justement, avec la scène et le stand-up. Mais là, tu me fais des bonds en arrière, mais en fait, je me rends compte que le cause à effet, c'est pas, enfin, la vie, elle est incroyable, quoi. Effectivement, à ce moment-là, il y avait des spectacles en plein air, et je découvre Jean-Marie Bigard. Moi, j'entendais du bruit, des gens applaudir, donc je voulais absolument voir. Je grimpe au-dessus d'un arbre et j'assiste au spectacle de Jean-Marie Bigard. Donc, je prends une claque, je me marre, du haut de mes 14-15 ans. Le lendemain, il y a Pierre Palmade qui arrive. Pareil, je monte. Le surlendemain, Muriel Robin, et je me dis, putain, mais ces gens-là sont fantastiques, quoi. Et le pouvoir qu'ils ont de faire rire, de fédérer les gens. Et voilà, j'ai gardé ça comme ça, mais jamais dans la vie, je me suis dit, mais un jour, je ferai ça, quoi. Jamais. Tu l'as bien dit tout à l'heure, pourtant, tu vas y venir, mais en faisant quelques zigzags, quelques passages dans d'autres typologies de métiers, comme effectivement ce métier de steward chez Air France, où tu as d'ailleurs fait beaucoup de belles rencontres, comme Mario, qui est d'ailleurs toujours ton ami aujourd'hui. Fred, c'est quelqu'un de très ouvert, il est comme moi, et il aime bien communiquer, et communiquer avec tout le monde. Et ce métier, c'est le plus grand facilitateur de communication, en fait. Parce qu'on peut se permettre de parler avec tout le monde, mais vraiment tout le monde, de toutes les origines, de toutes les cultures, toutes les religions. On peut parler avec tout le monde sans exception, et ça, je pense que c'est le côté pratique de ce métier. Alors après, il y a l'ouverture d'esprit, et il y en a qui pratiquent ce métier, mais qui sont un peu plus fermés, qui ont un peu plus de mal à aller vers les autres, alors que Fred et moi, on a ça en commun, c'est qu'on a alors aucun stress à aller vers les autres, au contraire. Je veux dire, c'est ce qu'il y a certainement, en tout cas à mes yeux, de plus enrichissant, c'est d'aller parler aux gens. Et ça, on l'avait en commun. C'est pour ça qu'on a pu discuter tout de suite direct ensemble, parce que oui, on a ça en commun, d'être ouvert, de parler aux gens et d'aimer communiquer. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir été steward, d'avoir voyagé partout dans le monde, ça m'a ouvert l'esprit et la facilité d'aller vers les gens, en tout cas dans l'avion et à travers l'uniforme, parce que faut pas oublier que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide à l'époque. Mais le fait de porter un uniforme, en fait, tu te sens pousser des ailes et j'allais vers les gens. J'ai découvert plein de choses et surtout, j'ai pas avalé toutes les couleuvres que, tu vois, ce qu'on pouvait nous donner à la télé, à travers le journal, ce qu'on pouvait lire aussi dans les informations. J'ai découvert
en allant sur place, à une petite échelle, de me dire, mais en fait, c'est pas tant ce qu'on essaie de nous ventiler, tu vois, comme information, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, que ça soit aux États-Unis, que ça soit partout dans le monde. Et j'ai pu discuter avec plein de gens de différentes couches sociales, que ça soit en économique, en business class ou en première classe. Et ça m'a donné une grande ouverture d'esprit. Ouais. Cette expérience, cette ouverture justement aux autres, au monde, est-ce que c'est, selon toi, aussi l'une des explications de ce pari un peu fou que tu vas faire ensuite, de monter sur scène et de tenter ta chance au Jamel Comedy Club? À l'époque, je suis vraiment, pour resituer un peu le truc, à 26 ans, j'étais extrêmement timide. Et c'était maladif, quoi. Et si tu veux, quand j'étais steward, j'avais beaucoup de temps pour moi. On faisait 3-4 vols par mois. J'avais beaucoup de jours off et j'étais passionné de cinéma. Donc, j'allais beaucoup dans les salles obscures. Et à un moment donné, je me dis, peut-être que prendre des cours de théâtre était un moyen pour moi de désacraliser ce regard que les gens pouvaient porter sur moi. Et voilà, et sans jamais me dire j'en ferai mon métier. Sauf qu'un jour, in fine, quand tu prends des cours de théâtre, c'est de tester une réalité professionnelle. Donc j'ai commencé à écrémer un petit peu sur Internet les propositions de job, de casting, et je tombe un jour sur une annonce où il y a un producteur qui écrit recherche asiatique, pakistanais ou n'importe quoi pour faire du stand-up. Et j'ai bien aimé le n'importe quoi. Et je me dis, pour qu'un producteur puisse écrire ça, ce qui devait vraiment être dans la merde. Donc je le rencontre et il me parle du stand-up. Voilà, il me montre des vidéos en fait de Martin Lawrence, de Dave Chappelle dans les années 80. Et il me dit, est-ce que tu sais faire ça? Et je dis, j'en sais rien. Donc il me dit, écoute, écris un texte et on verra. Le soir même, je rentre, j'écris un texte, je lui envoie. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est canon ce que tu as écrit, tu montes sur scène dans 2 semaines. Et je monte sur scène et je fais un carton littéral devant 200 personnes. Et je partage la scène avec des gens que vous connaissez, vous avez déjà entendu, qui sont Thomas Njijol, Fabrice Eboué, le comte Doubé Darbala, Amel Chabi, Noum Diawara, Claudia Tagbo et tant d'autres qui seront plus tard l'équipe de la première saison du Jamel Comedy Club. Donc là, moi c'est toujours une question que je me pose, où arrête-t-on l'enfance? Mais moi je nous ai emmenés jusqu'au Jamel parce que pour moi c'est le moment où la bascule s'opère avec, on va dire, l'envie de se réaliser autrement. Est-ce que tu considères qu'à ce moment-là, l'enfant est un peu plus loin? J'ai pas cette réflexion-là aussi poussée. Je me dis surtout que Jamel Comedy Club est une opportunité incroyable, quoi. Et de se dire, en fait, que pour une fois, ce que je faisais avait du sens pour moi et je me sentais vivant à faire ça. Donc, j'avais pas vraiment de calcul. J'y suis allé, j'ai bossé. Je sais que quand tu as une opportunité, en fait, pour pouvoir la concrétiser, c'était le travail. Donc, je me suis acharné. Moi, j'estime pas être un mec marrant comme peuvent être Gad, Jamel, Amel, Thomas, etc. Mais c'est du travail. Donc, j'ai décortiqué énormément de stand-up. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. J'ai travaillé. J'ai compris qu'il y avait une musicalité particulière, des thématiques particulières aussi. Donc, j'ai décortiqué tout ça. J'ai écrit des textes et c'était beaucoup de travail pour pouvoir concrétiser tout ça. Alors, où est l'enfant chez toi encore aujourd'hui? La réponse, selon ta meilleure amie. L'enfant, Frédéric, c'est un Gémeaux. Donc, il y a un enfant qui sommeille en lui et qui est très actif. C'est une personne qui est très solaire et surtout, il conserve ce côté, il chérit d'ailleurs ce côté aussi de son enfant intérieur. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que on a les deux côtés. On a le côté père de famille, il y a le côté justement très responsable aussi avec ses enfants. C'est un excellent papa. Comme je disais tout à l'heure, il s'adapte. Il s'adapte à chaque situation. Donc, quand il s'agit d'être plus léger, il se détend. Il apprécie chaque moment et chaque instant de la vie avec beaucoup de gratitude, je pense. Et donc, son enfant intérieur, forcément, ressort. Il s'émerveille. Parfois, les yeux d'un enfant, d'ailleurs, il a des expressions, parfois même. On voit un enfant. C'est une personne qui est complète. Et je pense que son parcours, son évolution a fait aujourd'hui que Frédéric, en fait, est un exemple d'une personne, qui a parfaitement bien évolué et qui évolue très, très bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, il réussit bien et je pense qu'il fait ce qu'il faut pour. Ça me touche énormément, ce témoignage de Théo, ma meilleure amie. Je pensais pas que c'était aussi profond et touchant. Bon, bref, merci Théo. Quoi dire? Oui. Je suis toujours assez étonné encore aujourd'hui. Tu vois, je vais bientôt avoir 46 ans et j'ai l'impression
d'avoir des comportements parfois un peu de gamin. Et je me dis, mais bon, ça suffit quand même à un moment donné. Je sais pas, quand je suis tout seul, je me parle avec mon intérieur, me dire, mais t'as 46 piges bientôt, tu peux pas faire des trucs de mongol comme ça, quoi, tu vois. Mais j'ai envie de garder ça aussi parce que je trouve que, et puis c'est dans ma nature, je suis papa, j'ai mes enfants, j'ai envie de transmettre ça, cette légèreté-là à mes enfants aussi. Et je pense que c'est en étant enfant, en fait, que c'est garder cette part d'enfant qu'on peut écouter aussi cette petite voix intérieure qui nous parle de nos rêves, de ces rêves d'enfant qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on les enterre? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les transforme? Et moi, j'ai envie de garder tout ça. Et donc, effectivement, j'ai une part d'enfant à certains moments, mais j'ai une part d'un papa, d'un homme responsable dans mon quotidien. Donc, j'ai les deux et je suis très en phase avec ça. Alors, tu l'as dit, papa de 2 enfants, une fille de 5 et un fils de 3 ans. Ouais. Comment tu le gères, cette paternité? Quelle réflexion tu as entre l'histoire de tes parents, ce qu'ils t'ont transmis, et la manière dont toi tu l'envisages justement vis-à-vis des tiens? Alors au début, c'est vrai que j'ai voulu avoir une relation en opposition à celle de mes parents. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans la communication, même s'ils ont 3 et 5 ans, j'essaie de leur parler en fait comme entre guillemets comme des adultes, mais j'emploie pas des mots, j'emploie des mots du quotidien, tu vois, tout à fait normal. Et j'essaie de les sensibiliser tout de suite vers cette transversale possible de communiquer avec moi, de pouvoir en fait à tout moment me dire papa, je suis triste, papa, je suis content, papa, j'ai ceci, cela, voilà, j'ai envie qu'on communique. Mais à côté, la transmission que j'ai pu avoir de mes parents, à savoir la rigueur, le respect, certaines valeurs qui sont ancrées en moi, ben je transmets ça aussi. Par exemple, régulièrement, je les emmène à la pagode, tu vois, dans le 13e à Chinatown, où on va se recueillir. J'ai envie de transmettre ces valeurs-là, cette histoire-là, cette identité qui leur appartient aussi, parce qu'ils sont eurasiens, pour qu'ils soient pas comme j'ai été moi, tu vois, comme j'ai fait un rejet de mes origines. Je pense qu'on fait un rejet quand on ne connaît pas son histoire. Et ça a été le cas pour moi. Moi, j'ai très envie tu vois, dans un futur proche, de les emmener au Cambodge, au Vietnam, en Chine, en Asie, pour qu'ils soient très rapidement imprégnés de ces identités-là, pour que plus tard, s'ils subissent des moqueries ou quoi que ce soit, qu'ils soient, se dire, je m'en fous, moi je suis extrêmement fier en fait de cette origine, de ce que mon père m'a inculqué, et voilà. Je pense que pour pouvoir en fait combattre certaines idées radicales, c'est pouvoir connaître son identité, connaître son histoire. Justement, j'aimerais que tu nous lises un petit passage très court de ton livre, qui s'intitule « Je viens de si loin » et dans lequel tu évoques ta famille. Les souvenirs longtemps étouffés m'ont fait comprendre une chose. Mes parents, grands-parents, oncles et tantes, cousins sont tous des héros. Ils ne le savent pas, ils ne s'en vantent pas, mais ils sont des héros. Et je sais combien les héros sont précieux. Ce n'est pas parce que ce passé est insoupçonnable qu'il faut l'oublier. Oui. C'est exactement ça. Je pense que pour moi, ma famille, c'est à travers ce qu'ils ont vécu, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des héros, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu faisais un sondage et tu demandais à n'importe qui, est-ce que vous êtes prêt du jour au lendemain, en un claquement de doigts, de quitter chez vous, de marcher pendant 2 mois, d'arriver dans un pays dont vous ne connaissez ni la culture, l'environnement, le langage et les us et coutumes, je pense que 100% des gens diraient, même pas en rêve, j'y vais. Eux, ils n'ont pas le choix. Donc, ce sont des héros. Et moi, ça m'a énormément touché, je t'avoue, l'histoire de tes parents. Mon avis, on s'en fout un peu, mais je trouve que dans les périodes qu'on traverse, on a évoqué évidemment la guerre aux frontières de l'Europe avec ce qui se passe en Ukraine, on parle souvent des migrants. Et moi, quand j'ai lu l'histoire de tes parents, je me suis dit, tiens, moi, qu'est-ce que je ferais demain si on me disait, tu pars avec ta fille sous le bras, parce que le danger est là, aux portes de chez toi, et que du jour au lendemain, tu pars et tu abandonnes tout. Comment on serait accueilli par le pays où je serais obligé d'aller? Et c'est un peu ce que vivent beaucoup de personnes actuellement, et on les regarde souvent comme des personnes qui viennent peut-être chez nous, profiter de notre système, ou qu'est-ce. J'ai juste pensé très fort à tes parents, et tu peux être très fier d'eux. Je le suis profondément, mais pour rejoindre un peu ce que tu dis, c'est que oui, effectivement, c'est juste moi je pense qu'aujourd'hui ce qui manque profondément à nous tous,
c'est de la fraternité, quoi. Et à travers ce qu'on peut voir à la télévision et dans les journaux et lire aussi, c'est terrible parce qu'on a des idées préconçues sur telle ou telle personne, et à partir de là, on est alimenté de peur, et à travers cette peur-là, en fait, on n'ouvre pas son cœur et on n'ouvre pas, en fait, le champ des possibles avec quelqu'un qui est peut-être en difficulté, et surtout, on ne sait pas son passé. Face à nous, on a peut-être des gens qui sont d'une classe sociale élevée, ou peu importe, en fait, mais c'est juste, tendons-leur la main, et peut-être il peut se passer des choses, on peut partager des choses incroyables, et je trouve qu'aujourd'hui, on manque profondément de fraternité. Je suis complètement d'accord avec toi. On arrive à notre dernière question, Frédéric, la question habituelle, traditionnelle d'Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire justement au jeune Frédéric, s'il était là face à toi, celui qui avait une petite dizaine d'années, qu'on pouvait tristement parfois traiter de chintoc à l'école, s'il était là maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Écoute, je lui dirais, comme ce que je dis à mes enfants tous les matins quand je dépose mes enfants à l'école, je mets mes genoux à terre, je me mets à leur niveau et je leur dis, avant qu'ils partent, la vie est belle, croyez en vos rêves et amusez-vous bien. Et je leur fais un gros câlin. Je dirais ça au petit Frédéric. Encore un grand merci. Merci à vous. Avant de se quitter, on écoute un dernier message. Bonjour Frédéric, c'est papa. Je voudrais juste te dire que je suis fier de toi et je t'aime. Ton père. Alors, là, je m'attendais pas à ça. Là, tu as touché au bouton qui est ma vulnérabilité, qui est mon papa. Moi aussi, je l'aime très fort, même si je suis dur avec lui. Mais tu sais, je pense qu'on est dur avec les gens qu'on aime, quoi, parce ils ont leur mode de fonctionnement et nous, on a envie qu'ils soient dans des normes d'aujourd'hui. Mais j'apprends aujourd'hui à respecter ça et j'essaie de progresser par rapport à ça avec ma relation avec lui. Mais c'est pas évident, mais voilà. Mais tout ça est saupoudré, bien évidemment, de beaucoup d'amour et je l'aime profondément. Ma mère aussi. Merci en tout cas pour ce témoignage. Voilà. Allez, merci à toi. Allons enfants et défends tes origines. On se quitte, si tu le veux bien, en musique avec ce morceau, Les Petits Hommes, écrit et interprété par ton cousin Meng. On habitait à 2 pas les uns des autres, unis comme les doigts de la main. On s'ennuyait, mais à qui la faute? Sans argent et sans idée, rien que du temps à tuer. Sans argent et sans idée, ainsi passaient nos jeunes années. Et les vacances, ça ne voulait rien dire. Et par vengeance, on faisait le pire. On nous prenait pour des bêtes de somme, mais nous n'étions que des petits hommes. Première fois que je l'entends, c'est hyper touchant, c'est assez juste et je vois très bien de quoi il veut parler. Je l'embrasse profondément et je vous remercie infiniment à toi, à toute l'équipe, pour ce moment passé. Très touchant. Merci beaucoup. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.